Mesdames et messieurs les consuls, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, très chers rescapés du génocide commis contre les Tutsis, et en particulier, chère Pauline Kaitare qui a bien voulu nous partager votre douloureuse histoire et surtout votre résilience. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, je voudrais commencer mon intervention en citant le juge Antonio Cassese. En 1997, le juge Antonio Cassese, qui est l'un des pionniers de la justice internationale, a tenu devant l'Assemblée générale des Nations unies les mots suivants. Il a dit « Les victimes ont le droit fondamental de voir leurs persécuteurs traduits en justice. » Un droit fondamental. Pour un juge comme un juriste comme Antonio Cassese, le mot droit fondamental a un sens particulier. C'est donc un droit fondamental pour les victimes de voir leurs persécuteurs traduits en justice. Puis, devant toujours la même Assemblée générale des Nations unies, le juge Antonio Cassese a encore dit, il a rappelé que la justice pénale internationale est une entreprise qui vise à dompter le fond sauvage de l'homme pour rendre meilleure la vie sur la terre. Aujourd'hui, Excellences, Mesdames et Messieurs, ces propos du juge Cassese, ces propos sont aujourd'hui d'actualité plus que jamais. En cette 30e commémoration du génocide commis contre les Tutsis, Mesdames et Messieurs, Excellences, Mesdames et Messieurs, vous avez entendu des mots très forts, témoignages, des propos des enfants, ce que nous avons vu dans le film que nous avons vu tout à l'heure. Vous avez compris que aujourd'hui, les victimes, ce qu'ils réclament en premier lieu, c'est la justice. Le génocide perpétré contre les Tutsis a été une faillite de la société rwandaise, mais aussi un échec de la communauté internationale. Ça a été un génocide de proximité, dans lequel les citoyens ordinaires ont massacré systématiquement leurs voisins, leurs amis, leurs proches, leurs camarades de jeu, puisque des enfants aussi ont participé au génocide commis contre les Tutsis, malheureusement. Et ce, c'est une période de 100 jours, le plus souvent à la machette, parfois avec des massues cloutées, comme Pauline l'a évoqué, et plus rarement avec des armes à feu. Ils ont massacré des hommes et des femmes, qu'ils soient nourrissons ou personnes âgées. Et ce, sous le regard du monde stupéfait ou indifférent. Une société qui ne punit pas ce type de crime ne peut pas s'échapper du cercle vicieux du carnage. Afin de reconstruire la société rwandaise, traumatisée et dévastée par cette tragédie, la justice a été et reste toujours la première condition pour une espérance de paix. Juger les crimes de masse est un énorme défi. Au-delà du nombre de personnes à juger, il y a d'innombrables difficultés à surmonter. L'impératif d'éradiquer l'impunité signifie que chaque personne impliquée doit être tenue responsable de ses faits, du supérieur hiérarchique au simple exécutant. Le génocide fait partie de ce qu'on appelle crime contre l'humanité. Cela signifie que les auteurs du génocide commis contre les Tutsis n'ont pas seulement endeuillé la communauté Tutsi qui était ciblée, mais aussi la communauté humaine dans son ensemble. Cela signifie également que la communauté humaine doit s'unir et coopérer pour faire face aux conséquences de ce crime. Dans le domaine de la justice, plus que dans d'autres, cette coopération de la communauté internationale est une condition sine qua non. En effet, ceux qui ont commis le génocide au Rwanda n'ont pas attendu la justice. Quand l'armée patriotique rwandaise a mis fin au génocide, ceux qui l'ont commis sont allés en exil, emportant avec eux, comme bouclier humain, une grande partie du reste de la population. Certains ont pu se réfugier dans les pays voisins, d'autres ont pu aller très loin. Certains sont arrivés ici, près de chez vous, dans les pays occidentaux. D'autres n'ont pas pu fuir, ils sont restés ou ont été ramenés au Rwanda.
Ainsi donc, les auteurs du génocide et leurs complices sont dispersés dans le monde entier. Compte tenu de cette situation, 3 échelons ont été nécessaires pour juger celles et ceux qui étaient soupçonnés d'avoir pris part dans cette horrible entreprise qu'est le génocide commis contre les Tutsis. Le premier échelon a été celui des tribunaux nationaux rwandais. La justice rwandaise a dû innover pour traiter le contentieux lié au génocide, un défi que, compte tenu du contexte, aucun autre pays au monde n'avait jamais eu à faire face. En effet, comment juger des millions de suspects dans un pays où tout a été détruit et où tout doit être reconstruit? Il a fallu concevoir une forme de justice qui tenait compte des moyens dont disposait le pays et qui pouvait à la fois punir et réconcilier. C'est ainsi que les tribunaux Gacaca, c'était mot rwandais, c'est des tribunaux rwandais qui alliaient à la fois la tradition locale et les principes du système judiciaire moderne ont été conçus et mis en place. Les tribunaux Gacaca ont permis de rendre près de 1,2 million de jugements. Ces juridictions ont fermé leurs portes en 2012 et le relais a maintenant été pris par le système judiciaire ordinaire pour les rares nouveaux cas qui se présentent. Le deuxième échelon a été celui de la justice internationale. En effet, en 1994, les Nations Unies ont créé le tribunal pénal international pour le Rwanda. Cette institution a fermé ses portes en 2016 après avoir permis de mettre en examen 93 personnes et régler 82 dossiers qui ont abouti à 61 condamnations. Même si cette juridiction internationale a permis une avancée remarquable, comme le fait de rendre désormais la réalité du génocide commis contre les Tutsis judiciairement indiscutable, ce résultat est décevant quand on tient compte du fait que les travaux de cette institution ont duré 25 ans et que cette institution a englouti jusqu'à 2 milliards de dollars de l'argent du contribuable pour rendre seulement 61 condamnations et 82 dossiers. Une autre déception est que ce tribunal n'a accordé aucun statut aux victimes. Celles-ci n'ont donc pas été en mesure de prendre part aux procédures qui les concernent, ce qui est un paradoxe. Vous serez d'accord avec moi sur ce point. Le troisième échelon, ce sont les juridictions nationales étrangères qui jugent, en vertu du principe de compétence universelle, les suspects qui sont retrouvés dans les pays étrangers. Comme je l'ai dit tout à l'heure, plusieurs auteurs du génocide, surtout les plus importants, ont pu fuir à l'étranger. À ce jour, les autorités rwandaises ont adressé à 33 pays du monde 1149 mandats d'arrêt nationaux en rapport avec le génocide commis contre les Tutsis. À ce jour, seules 31 personnes ont été jugées par les pays étrangers et 30 personnes ont été renvoyées au Rwanda pour y être jugées. Donc, le calcul est simple. Sur plus de 1000 personnes, 1000 suspects, précisément identifiés vivant à l'étranger, seules 61 personnes ont eu affaire à la justice. Parmi ces 61 personnes, je n'avais pas prévu, faute du temps, de parler d'un dossier particulier, mais le témoignage que j'ai entendu tout à l'heure de Pauline, chez Pauline, je ne connaissais pas votre histoire, mais lorsque vous avez cité les noms où votre père s'est réfugié en premier lieu, lorsque vous avez indiqué où vous habitiez, ça m'a rappelé un de ces 61 dossiers, et donc je vais prendre 2 mots pour vous en parler, afin que vous puissiez comprendre qu'il y a quelque chose à faire, vraiment quelque chose à faire, que c'est concret, ce n'est pas que des chiffres que nous vous donnons. Il y a dans ces 61 personnes, c'est des 61 personnes qui ont été jugées par les pays du monde, la plupart en Europe, puisqu'aucun pays africain n'a déjà jugé, mais la plupart ont été jugés ici en Europe. La France, par exemple, il a jugé 8 personnes jusqu'à ce jour. Et parmi ces 8 personnes, il y en a une qui s'appelle Claude Mwayimana. J'ai pensé à lui en écoutant le témoignage de Pauline. Ce Claude Mwayimana était
il a été reconnu coupable de complicité de génocide pour avoir transporté des Inéraamoué. Pauline vous a dit tout à l'heure qu'on a ramené des gens, on a ramené des personnes qui allaient attaquer les collines. La population locale ne suffisait pas. Il vous a parlé de la colline de Guitrois, mais il y avait, dans ce dossier de Claude de Moïmana, il y avait 3 autres collines. C'est la colline de Guitrois, la colline de Karouangui et la colline de Bicécéro. Et cette personne venait, il habitait à côté du stade Gatroaro, comme il a dit. Mais c'est lui qui transportait, puisque l'autorité s'était débrouillée, l'autorité avait demandé du renfort, c'est le terme qu'il faut utiliser, pour aller tuer les Tutsis. Et ce Claude de Moïman a transporté toutes ces personnes pour les amener vers les 2 collines de Guitrois, de Bicécéro et de Karouangui. Il n'a pas été reconnu coupable d'avoir tué, puisque, en tout cas pour l'instant, il a fait appel, je vais y revenir, lui transporter ces gens-là. C'est pour ça qu'il était reconnu coupable de complicité. Donc c'est une personne, d'après le jugement que nous avons actuellement, qui a donc pris part au fait que vous avez entendu tout à l'heure, au traumatisme, à ce que Pauline vous a dit tout à l'heure. Cette personne, il a été arrêté en France, il a été arrêté en 2014. Nous avons demandé son extradition vers le Rwanda. Son extradition a été refusée puisque la France refuse systématiquement les extraditions vers le Rwanda. Donc l'extradition a été refusée en 2015. Et finalement, il a été jugé en France, il a été jugé en 2021. Donc, arrêté en 2014, il a fallu attendre 7 ans pour le juger en 2021. En 2021, il a été reconnu coupable donc, de complicité de génocide, comme je viens de le dire. Il a été condamné à 14 ans de prison. Il a fait appel, c'est son droit. Mais vous me demanderez qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui. Je vous le donne à Amir. Il est en liberté aujourd'hui. Pourquoi il est en liberté? Parce que lorsqu'il a fait appel, il est resté en prison, donc il a été condamné, il a été mis en prison. Il a fait appel, mais compte tenu du nombre de dossiers, compte tenu des moyens qu'on nous dit pas suffisants pour pouvoir juger toutes ces personnes-là, son appel n'a pas été jugé dans les 2 ans. Et la loi ne permet pas de maintenir en détention une personne qui a fait appel pendant plus de 2 ans. Et aujourd'hui, il est en liberté. Il est en liberté en attendant son appel, qui n'est pas encore fixé, mais nous espérons qu'il sera fixé l'année prochaine. Donc cette personne qui a participé au fait que vous avez entendu tout à l'heure, il est quelque part en liberté, il circule en liberté en France. Vous pouvez même le rencontrer demain dans le train ou ailleurs. Il a été condamné, il a fait appel. Pour l'instant, il est supposé innocent puisqu'il a fait appel. Voilà, donc c'est pour illustrer ce que je viens de vous dire. Excellences, mesdames et messieurs, t'entraînant après le génocide, nous devons, vous devez, plus que jamais, de vous rappeler et de garder à l'esprit les mots du juge Kassese que j'ai cités au début. Voir son persécuteur traduit en justice est un droit fondamental de chaque rescapé et de chaque victime du génocide commis contre les Tutsis. Continuez, Excellences, mesdames et messieurs, à entendre les cris des victimes. Mobilisons-nous, mobilisez-vous, pour que les suspects déjà identifiés et les autres qui le sont, puisque le génocide est un crime imprescriptible, n'échappent pas à la justice. Excellences, mesdames et messieurs, il y a un autre défi à relever aussi important que le précédent que je viens de dire. Il concerne la persistance de l'idéologie génocidaire et le négationnisme. En effet, le crime de génocide n'est pas une catastrophe qui s'abat sur les peuples sans avertissement. L'histoire démontre qu'il s'agit d'un long processus qui est préparé au vu et au su, au vu et au su de tous, puis mis en œuvre et dont les auteurs en assurent aussi l'après. Le processus commence par la diffusion d'une idéologie qui prépare le crime, puis arrive à sa planification, puis son exécution, et enfin sa dissimulation qui en est l'accessoire ou l'extension. Ce ne sont pas mes mots, c'est les mots de l'historien Yves Ternon qui explique bien, en faisant une comparaison entre tous les génocides qui ont eu lieu dans le monde, que ce schéma est le même. La dissimulation et l'accessoire, la dissimulation, le négationnisme et l'accessoire ou l'extension du génocide. C'est le dernier acte du génocide. Donc pour chaque génocide, ce schéma est le même. C'est ce qui s'est passé pour l'Holocauste. C'est ce qui se passe actuellement avec le génocide commis contre les Tutsis. La dissimulation prend souvent la forme d'un déni, dont les formes sont multiples, mais dont l'objectif est toujours le même, effacer la vérité et la mémoire.
Aujourd'hui encore, l'idéologie et les théories qui ont nourri le génocide continuent de circuler. Des voix cherchent encore à minimiser les faits, à inverser les responsabilités, à nier l'évidence. En utilisant notamment, pour prendre l'exemple de ce qui se passe actuellement, en utilisant donc comme alibi, par exemple, la situation qui prévaut au Kivu, dans l'est du Congo. La communauté internationale qui n'a pas bougé un seul doigt au Rwanda pour arrêter le génocide lorsqu'il était commis contre les Tutsis, paradoxalement, se ligue aujourd'hui contre ceux qui agissent contre cette situation, alors que celle-ci est pourtant la conséquence de l'inaction de la communauté internationale. Ailleurs aussi, ce n'est pas que dans l'est du Congo, mais ailleurs aussi, de véritables campagnes de négation, de diffusion des idées issues de l'idéologie génocidaire continuent à être orchestrées régulièrement. À la barre des tribunaux, nous le rencontrons, dans des médias sociaux, voire même dans des médias mainstream aussi, ça arrive. Et dans des conférences ou dans des publications, notamment sous le couvert de la recherche historique, de la liberté d'expression ou des droits de la défense qui se retrouvent ainsi dévoyés. Certains pays ont agi afin d'ériger en infraction les discours de haine et la négation qui bafoue la mémoire des victimes du génocide commis contre les Tutsis et qui rouvre les blessures des rescapés. Hélas, ce n'est pas le cas de tous les pays, loin s'en faut. Le Luxembourg fait partie de ces pays qui, heureusement, ont choisi de légiférer contre le négationnisme. En effet, depuis 2012, l'article 457.3 du Code pénal luxembourgeois punit d'une peine pouvant aller jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et de 20 000 euros d'amende tout acte de négation d'un génocide tel que défini par la loi ou reconnu par une juridiction luxembourgeoise ou internationale, comme le génocide commis contre les Tutsis. C'est également le cas en France, où des dispositions similaires ont été introduites en 2017 grâce à la mobilisation de la communauté rwandaise et d'autres personnes sensibles à la cause des rescapés du génocide commis contre les Tutsis. La seule différence entre la France et le Luxembourg, c'est parmi les pays qui ont légiféré de façon satisfaisante en matière de négationnisme, qui inclut le négationnisme du génocide commis contre les Tutsis. La seule différence entre les deux pays, c'est le quantum de la peine, car en France, il s'agit d'un an d'emprisonnement et jusqu'à 45 000 euros d'amende. Parmi les mauvais exemples, puisqu'il faut en citer aussi, on peut citer la Belgique. Certes, une loi censée punir la négation, entre autres du génocide commis contre les Tutsis, a été adoptée en 2019. Mais celle-ci impose plusieurs conditions qui la vident de sa substance et rendent inutile cette loi pour lutter contre le négationnisme. Il aurait pourtant été facile, s'il y avait une volonté, il aurait été facile de caler la répression de la négation du génocide commis contre les Tutsis à celle de la Shoah, comme le législateur français et luxembourgeois l'ont fait. Mais le législateur belge ne l'a pas entendu ainsi, et c'est bien regrettable. Excellences, mesdames et messieurs, aujourd'hui, 31 ans plus tard, le génocide commis contre les Tutsis est de notoriété publique. Il est reconnu par la justice internationale, par l'Union européenne, les Nations unies et l'ensemble de la communauté scientifique qui se respecte. Il est grand temps aujourd'hui de se donner les moyens nécessaires pour lutter contre l'impunité de ces auteurs, partout où ils se retrouvent et en particulier ici en Europe. Il est grand temps aussi de se doter des outils juridiques efficaces afin de bannir sa négation. Il est temps d'avoir la même sévérité, la même intransigeance que celle portée aux crimes de même ampleur commis ici en Europe. Il le faudra car il s'agit de la même horreur, de la même haine, de la même douleur, de la même désolation, du même chagrin. Faisons-le non seulement pour rendre justice aux victimes et aux escapés du génocide commis contre les Tutsis, mais aussi pour nous protéger, nous-mêmes, car aucune société n'est véritablement à l'abri des conséquences de la haine. Excellences, mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre attention.